Sud Radio, au cœur de la mêlée, libre antenne. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 23h ce soir avec un gros match prévu. Union Bordeaux-Bègles qui se déplace à Toulon et ça promet du côté de Mayol avec une ambiance qui s'annonce aussi quand même assez électrique du côté de Mayol. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Il a retrouvé un peu de voix, Quentin, si vous étiez avec nous hier. C'est du mieux, il y a du mieux. C'est un peu mieux, ouais, la médecine moderne fait des miracles. Bon, malheureusement, maintenant, tu as du diabète après avoir mangé une quinzaine de pots de miel. Mais bon, c'est pas... Ouais. Et j'ai découvert que j'aimais pas le thé. Hein. Il n'y avait pas de doute. Voilà. Je le savais, mais j'ai forcé. Et vraiment, non. T'aimes pas le thé. Mais qu'aimes-tu, Quentin, à part le rugby? Toi, évidemment. Waouh. Trop d'amour. Ton talent, évidemment. Oui, oh là, c'est trop. Clément Combe, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Toi aussi tu m'aimes? L'ambiance, l'émission qui commence bien. Non, on aime le rugby sur Sud Radio, on vous aime, auditeurs 0826 300 300 pour parler de rugby. Et on aime aussi beaucoup Antoine Mazer. Salut Antoine. Salut Alex, salut. On dit bonjour, on passe le bonsoir à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui eux aussi bien sûr aiment le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Eh oui, tout à fait, Antoine Mazer, exactement, c'est bien dit. Mathias Merlot, bonsoir. Lui, il aime le rugby, il aime la mer Méditerranée et il aime le padel, malheureusement. Mathias Merlot, bonsoir, en direct de Mayol. Salut Alex, salut tout le monde. Et il fait même bon à Mayol, même si l'humidité est en train de tomber tout tranquillement sur le stade et sur la pelouse. Ballon glissant ce soir pour ce Toulon UBB, dernier match de cette journée, de cette première phase, retour du top 14. On va se régaler Alex, je le sens bien ce match. Ah mais moi aussi je le sens très très bien et d'autant plus qu'on a une journée exceptionnelle. On s'est régalé pour l'instant dans cette 14e journée, un peu plus que dans le tournoi Destination, mais on en parlera justement sur Sud Radio. 4 grands débats jusqu'à 21h. En 1, quel changement dans la compo pour aller en Écosse? On vous posera la question, vous sélectionneurs. En 2, l'Angleterre et l'Écosse peuvent-elles être de réelles prétendantes au Grand Chelem? On en parlera. Et puis, tiens, un débat un peu débile, mais très drôle. Faut-il rappeler Antoine Dupont en équipe de France? Faut-il mettre le Seven juste un petit peu en pause la semaine prochaine? De toute façon, il n'y a pas de top 14. Voilà, pourquoi pas l'appeler la semaine prochaine à la rescousse. Et puis, le 4e débat, l'UBB peut-elle résister à la période des doublons? Nouveau problème pour le club girondin. Mais revenons d'abord sur toutes les actualités de ce week-end. Antoine Mazer avec, déjà, comme je le disais, beaucoup de résultats à donner. Oui, on démarre bien sûr avec les résultats du tournoi Destination pour cette première journée. Ça avait commencé vendredi, le 15 de France malheureusement qui s'est incliné face à l'Irlande 17-38 au Vélodrome. Hier, l'Italie de Gonzalo Quesada s'est inclinée malgré une très belle prestation face à l'Angleterre 24-27. Les Italiens obtiennent tout de même le bonus défensif. Du côté un petit peu plus tard du Principality Stadium de Cardiff, les Écossais se sont fait peur, oui, mais s'imposent d'un point 27-26 face au Pays de Galles. Au classement de ce 6 nations, après le premier match, on retrouve en tête l'Irlande, suivie de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Italie et à la dernière place le 15 de France, toujours dans le 6 nations, mais le 6 nations U20 avec nos Français qui ont perdu contre l'Irlande hier soir à Aix-en-Provence 37-31. Prochain match en Écosse pour les Bleuets. Le 15 de France a dévoilé tout à l'heure la liste des joueurs qui vont rejoindre Marcoussis pour la préparation du match là aussi face à l'Écosse. On retrouve Léo Barré, Nicolas Deporter, Émilien Gaëton, Mathias Alagaou de Toulon, Thomas Laclaya, Dany Priso ou encore Alexandre Roumat, le Toulousain. Mauvaise nouvelle par contre pour La Rochelle et l'équipe de France qui perd un joueur de poids et ce pour plusieurs mois. Et oui, touché au poignet gauche vendredi lors de la défaite face à l'Irlande, c'est Reda Wardy qui s'est fait opérer hier. Le pilier de l'équipe de France et de La Rochelle serait éloigné des terrains pour au moins 4 mois. Grosse perte donc pour les Rochelais et pour le 15 de France. En top 14 maintenant, les résultats de la 14e journée. Ça avait commencé avec le succès de Perpignan face au Racing 92, 26-5 dans le multiplex de 17h. Oyo s'est imposé face au Stade Français. Oyo s'est incliné, face au Stade Français 19-23. Pour Castres, grand match de ce multiplex. Et c'est les Castrés qui se sont imposés au Hameau 44-33. Victoire de Clermont face à Lyon 38-21. Et on l'a vécu. La Rochelle s'est imposée face à Montpellier 18-10. Et dans le choc de ce samedi rugby, Toulouse-Bayonne 46-20.
26 pour les Toulousains avec un bonus offensif arraché à la sirène au terme d'un match assez fou qu'on l'a vécu sur Sud Radio. Le dernier match oppose le Rugby Club Toulonnais à l'UBB, coup d'envoi à 21h. Une dernière petite info, Alexandre, le rugby gallois endeuillé, l'ancien demi d'ouverture du Pays de Galles et des Lions, vainqueur de 3 tournois de 5 nations, Barry John est décédé à l'âge de 79 ans, a annoncé la presse anglaise aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Mazère. On va commencer bien par le premier débat. Quel changement faire dans la compo pour aller en Écosse? On accueille Grégory Lambolet. Salut Grégory. Salut à tous. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio, Grégory. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était du côté de Toulouse, en pleine Coupe du Monde. Et au Tommy's Dinner, c'est ça? Au Tommy's, ouais, avec chez Patrick Soula qu'on salue. C'était un super moment qu'on avait passé ensemble. Depuis la Coupe du Monde, il s'est passé quand même beaucoup de choses au sein de ce 15 de France. Et la dernière, évidemment, nouveauté, c'est que on ne la reconnaît pas, cette équipe de France. Je t'ai senti hier, et notamment, je conseille à tous nos éditeurs de suivre ton compte Twitter parce que tu es très actif. Je t'ai senti inquiet hier, après, même avant-hier, après la défaite de l'équipe de France, cette défaite 17-38, où on n'a pas reconnu les Bleus. Comment tu l'analyses maintenant à froid 2 jours après? Mais c'est sûr que c'est une claque, mais en même temps, on joue quand même face à une équipe d'Irlande qui était quand même bien armée également, et je pense qu'on s'est peut-être vu un peu trop beau sur ce match en pensant que ça allait être une formalité, mais faut savoir que il y a certains joueurs qui n'ont pas digéré encore cette Coupe du Monde. On a des joueurs cadres absents, donc avant d'aborder ce match, on n'était pas forcément très confiant non plus, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a abordé ce match avant l'Irlande un peu comme avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que on avait l'équipe de France, les médias disaient que c'était la meilleure équipe de France, là un peu pareil contre l'Irlande. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai, et puis au final on a quand même des équipes en face et ça joue et il y a des bons joueurs, donc ça a été compliqué. Justement, pour en parler, on est avec Théo. Salut Théo, auditeur Sud Radio. Oui, bonjour. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien, Théo de Sanary-sur-Mer, supporter toulonnais, j'imagine, Théo? Oui, tout à fait, oui. Ah on a Mathias Merlot aussi. Mathias, d'ailleurs, si tu veux participer au débat, tu es le bienvenu. Il est en direct de Mayol, Mathias Merlot. Tiens, Mathias, t'es là? Tu es toujours là? Oui, je suis là, bien sûr. Je te laisse dérouler. Je vais vous poser une question, les gars, et on va faire un grand tour de table. Et venez participer au 0826 300 300. Du 1 au 15, si on prend les 15 numéros que les joueurs de l'équipe de France ont dans le dos parmi les titulaires, combien de changements, combien de numéros vont changer de locataire selon vous pour affronter l'Écosse? Et c'est même pas selon vous, c'est pas selon ce que d'après vous va faire Fabien Galtier, mais vous, sélectionneur, qu'est-ce que vous feriez? Quels sont les joueurs que vous sorteriez de cette équipe de France, en tout cas des titulaires? Grégory Lambolet. Là c'est difficile ce que tu me demandes, parce que tu vas avoir des problèmes, c'est ça? Il y a des joueurs que je connais, donc je sais bien. Ça peut pas. Voilà, c'est compliqué. Après, je demande pas d'objectivité. C'est totalement subjectif. Ouais, bien sûr, mais bon, non, je vais pas rentrer là-dedans, parce que j'ai pas envie de. Mais par contre, qu'il y ait du changement, ça oui, je pense que c'est bien de mettre un peu de fraîcheur, de faire bouger un peu les lignes. Et puis de voir d'autres joueurs qui font un début de saison, un très gros début de saison, notamment je pense derrière sur la ligne de 3/4, il y a des joueurs comme De Porter par exemple qui peuvent vraiment apporter. Il y a Le Garec qui fait une bonne rentrée aussi, mais il y a d'autres joueurs, aussi qui peuvent évoluer au sein de cette équipe de France. Et puis là c'est peut-être le moment, avec cette défaite, de se dire la victoire finale ça risque d'être compliqué, pourquoi pas faire quelques changements et en profiter, quoi. Parce que moi je trouve que ce que je trouve quand même bizarre, c'est qu'avant d'aborder un tournoi comme ça et après une Coupe du Monde, on a beau dire ce qu'on veut, il y a eu du jeu, l'engouement était magnifique, c'était une belle fête du rugby, mais ça reste quand même un échec. Et on repart sur un tournoi en disant moi j'amène 90% des joueurs à la prochaine Coupe du Monde. Je trouve qu'en termes de remise en question, on aborde le tournoi avec des joueurs qui sont sûrs de jouer pendant 4 ans. Donc est-ce que c'est juste de la com, ou est-ce que c'est réellement le discours que tient Fabien Galtier aux joueurs?
Je sais pas, mais je trouve que de recréer un peu d'émulation dans le groupe en faisant quelques changements, ça serait de bon augure, je pense. Ça voudrait dire qu'on serait sur un processus de renouvellement des joueurs, de construction d'un nouvel effectif aussi un peu, d'une reconstruction même légère. Hein. Mais ça voudrait dire aussi qu'il faut joindre ça avec l'objectif de résultats obligatoire que se fixe tout le temps Fabien Galtier et qui moi je te rejoins totalement hein, Grégory là-dessus je pense aussi qu'il faut faire des changements. Moi par exemple, sans vous donner les noms, moi j'ai je ferai 4 changements dans cette équipe de France. Alex, subis ou pas les changements? Subis par les blessures ou est-ce que Willem C compte dedans quoi par exemple? Alors, est-ce que Willem C compte dedans? Oui. C'est au total. Hein, c'est qu'est-ce que moi par exemple, je change. Je vous le dis, je change le numéro 4. Je mets Woki. Numéro 5, je mets Tulagi. Numéro 12, je décale Ficou en 12 parce que pour moi, je le trouve meilleur en 12 et ça reste toujours un souci. Et je mets deux porteurs en 13. Voilà. Donc je sors d'Anti. Je sors d'Anti de cette feuille. Est-ce que tu laisses Moefana ou tu mets Bielbiarré? Je laisse Moefana pour le moment. Plutôt que Bielbiarré. Et pourquoi pas la ligne de 3/4 de Bordeaux complète? Ce serait un pari, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais pourquoi jamais pourquoi pas? Tu vas pas sortir Ficou et Danti les deux, il les sortira pas d'un coup. Je sais que non, pas d'un coup, mais un des deux. Moi, je pense que oui. Et je pense qu'aujourd'hui, Ficou serait plus à l'aise en 12. Mathias Merlot, ton avis, toi, qu'est-ce que tu changerais dans cette équipe de France? Et on posera ensuite la question à Théo de Sanary. Je changerais beaucoup de choses, Alex, parce que le tournoi, on a beau dire refaire, il est déjà perdu le tournoi. On va pas se mentir. Hein. On voit mal comment l'Irlande ne va pas dérouler dans ce tournoi. Et même si on le gagne, on le sait, ça n'a pas la même saveur qu'un grand chelem. On se souvient très peu des tournois gagnés sans grand chelem. Donc moi déjà j'aimerais bien revoir Julien Marchand au poste de talon à la place de Peato. Toi tu mets Marchand à la place de Peato Movaca, d'accord. Exactement. J'aimerais bien également voir du changement en deuxième ligne. Peut-être totalement changer, peut-être mettre une deuxième ligne Woki Tulagi, ou je sais qu'il y a Alagahu qui va. C'est ce que je mets, hein. Woki Tulagi moi personnellement. Pourquoi pas redonner changer totalement la deuxième ligne. En troisième ligne, quid de Cross? Que faire de Cross? Je sais pas, moi je. Il va nous dire. Moi j'adore François Cross. Bah après, alors, pour moi, il fait partie de ceux qui sont à leur niveau. Hein, il a un abattage défensif toujours assez impressionnant. Il fait un bon match, hein, faut pas tout jeter non plus. Il n'a jamais déçu, Cross, en plus. Non, mais c'est pas une question de bon ou de mauvais match, c'est une question de sous pression, pourquoi pas aller envoyer une équipe pas expérimentale, mais envoyer des bons messages envers la jeunesse, envers des mecs qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu pendant 4 ans, tu l'as dit, hein, Grégory, c'est peut-être pas un bon message de dire qu'on va emmener 90% de cette équipe-là à la prochaine Coupe du Monde. Après, je suis d'accord avec vous, au centre, moi je changerais tout personnellement. Les deux joueurs. Ouais, je changerais tout. Je sais qu'il le fera pas, mais moi j'ai envie de voir de la nouveauté aussi. J'ai envie, pour relancer une dynamique, faut peut-être aussi se dire que peut-être sur un malentendu, on va avoir des bonnes surprises dans le tournoi de destination. Alors après, je sais qu'il aura la fenêtre de tir durant l'été, Fabien Galtier, pour le faire. Mais on sait qu'un match sous pression aux 6 nations, c'est toujours particulier. Et là, en Écosse, je me dis, pourquoi pas. Au fond, on n'a rien à perdre. D'Antifico, on a déjà vu ce que ça donnait. Ça apporte un gage de sûreté. Mais j'ai quand même bien envie de voir De Porter, j'ai envie de voir Gaëton, j'ai envie de revoir Louis Bielbiarré par exemple. Donc ouais, je ferais 5-6 changements à minima dans cette équipe. Théo de Sanary-sur-Mer, et je reviens vers toi après Grégory. Théo, notre auditeur. Ouais, ça va être compliqué aussi, hein, mais pourquoi pas mettre Moefana et Fico au centre face à la densité des centres écossais. Et j'ai envie de voir aussi notamment Bielbiarré qui a fait une bonne rentrée face à l'Irlande. Et aussi Le Garec en 9 pour voir comment il peut. Tu sors le cul. Ouais, pour voir comment Le Garec peut agir en Écosse. Et d'ailleurs, sur ton poste, toi par exemple, Grégory, il y a quand même, on va reprendre les mots de Fabien Galtier, puisqu'il veut qu'on joue avec ces mots. On va jouer avec ces mots. L'intensité combattue, nouvelle invention de Fabien Galtier. On peut pas dire que ça a très bien fonctionné cette histoire d'intensité combattue, mais il a dit, nous misons sur l'intensité combattue au détriment de l'intensité courue. Mais faut-il vraiment catégoriser cette équipe de France? Faut-il qu'elle soit vers un jeu 100% de déplacement ou un jeu 100% combatif? Est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose d'hybride?
Bah si, moi je trouve ça quand même assez. On s'enferme dans un format de jeu qui nous permet pas d'évoluer ou de changer de situation si on est contré, quoi. Et je trouve que c'est bien justement d'attaquer quand il faut attaquer, de resserrer le jeu quand il faut resserrer le jeu. Mais est-ce qu'on a réellement aussi l'effectif devant pour jouer dans le combat sur un périmètre assez rapproché, parce qu'on voit que les équipes contre qui on joue, elles ont quand même un paquet d'avant assez dense. On n'est pas non plus vraiment dominateur, que ce soit sur les ballons portés, que ce soit en touche. La touche a été très très compliquée le week-end dernier. La conquête a été vraiment très compliquée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi d'alterner un peu et de pas se focaliser que sur un format de jeu, quoi. Je trouve que c'est bien de s'adapter. C'est un peu l'équipe de France a toujours été, en tout cas on parle du French Flair, bon maintenant ça veut rien dire, mais ça veut tout rien dire, mais bon c'est bien de s'adapter. Et je trouve qu'on s'adapte pas trop en fait, on reste dans des schémas de jeu, là on a vu contre l'Irlande, et on n'évolue pas, quoi. Donc c'est un peu stratégiquement, je vois pas trop de modifications pendant les matchs. C'est ça qui est assez tu l'attribues à quoi, ça? T'as l'impression que les joueurs ils sont enfermés dans quelque chose, dans un cadre qui est défini par Fabien Galtier, et que les joueurs n'arrivent pas à en sortir? Comment tu l'estimes, ça? Je pense qu'ils se disent dans la semaine, voilà, on va jouer comme ça, on va aller jouer comme ça, et on croit en notre jeu, et on l'a vu à la Coupe du Monde, hein, on n'a pas trop évolué au courant des matchs, alors qu'on a vu d'autres nations quand même, en fonction des matchs qu'ils ont enchaînés, ou même pendant les matchs, ils ont évolué en termes de stratégie, avec des remplacements, avec une autre philosophie de jeu pendant le match. Nous, j'ai pas trop vu ça, quoi. En fait, j'ai pas vu vraiment un coaching qui fait la différence, ou une situation de jeu où on se dit voilà, ah ouais, quand même ils ont vraiment modifié. Ils sont revenus de la mi-temps et du vestiaire avec deux autres intentions et une autre façon de jouer. Je trouve que c'est ça qui est important, quoi. Et je pense que je sais pas si les joueurs sont livrés à eux-mêmes, mais j'ai l'impression que voilà, ils sont dans un schéma de jeu, ils se disent dans la semaine ils travaillent ça, et puis on n'en bouge pas, quoi. Les sorties de camp c'est les mêmes, les attaques c'est les mêmes, tranquilline c'est les mêmes. Donc je sais pas, moi je trouve que ça manque un peu d'innovation, et puis aussi un peu de surprise, quoi, par rapport à l'adversaire. Non mais tout à fait, et je me souviens des mots il y a encore quelques années, même quelques mois, de Fabien Galtier, qui disait que l'équipe de France avait des joueurs de talent extraordinaires. J'ai l'impression que parfois on bride nos talents par le projet de jeu, par le cadre de jeu, en laissant finalement assez peu de marge. Parce que moi, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, cette équipe de France, qui sur un ballon de turnover traverse le terrain, arrive à avoir de la continuité, arrive à avoir des soutiens rapides. Hier tout était lent, enfin avant-hier tout était lent, et même durant cette Coupe du Monde, on voyait que sur les ballons de turnover, on était moins tranchant en fait qu'avant. J'ai pas envie d'être. Ben oui, et j'ai pas envie d'être catastrophiste quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que Fabien Galtier a resserré en fait beaucoup d'idées et est en train de contraindre les joueurs, et ça me fait un petit peu peur, moi. Fabien, Grégory. Moi, t'as raison, c'est la sensation que j'ai. Après, je suis pas dans le vestiaire, donc c'est toujours difficile de parler. Moi non plus. On est là pour ça, et on fait, c'est normal, on essaye de voir un peu ce qui peut se passer. Mais c'est toujours difficile. Mais en tout cas, c'est la sensation que ça donne. Donc déjà, je pense qu'on n'est pas les seuls déjà, on est deux au moins ce soir. Mais c'est la sensation que ça donne. Après, c'est. Et on a des joueurs en plus, c'est pas comme si on n'avait pas les joueurs pour faire du jeu et pour créer des incertitudes et des surprises, quoi. Enfin, on a des joueurs derrière, ils ont du feu dans les jambes, devant ça joue, ça se déplace. Enfin, je veux dire, on a les capacités pour, quoi. Et parfois t'es enfermé dans ton schéma de jeu, et ça reste quand t'es contré comme une équipe d'Irlande qui est super bien organisée, c'est très difficile. Ouais. Théo de Sanary-sur-Mer, Théo, notre auditeur Sud Radio, est-ce que toi tu restes optimiste? Est-ce que tu penses que Fabien Galtier, par exemple, peut ouvrir un petit peu aussi, parce qu'il a fait venir Laurent Sampéré et Patrick Arletta, j'imagine aussi que c'est pour avoir des sons de cloche de leur part, d'avoir des suggestions. Est-ce que tu penses qu'il peut, par exemple, ouvrir un peu ses pensées, laisser un peu des suggestions, intégrer son système de jeu? Connaissant le personnage, ça peut être compliqué, mais après,
pourquoi pas, on l'avait bien vu dans les années précédentes, mais selon moi ça va être compliqué avec le caractère de Galtier. Moi j'y crois pas non plus, pour être très honnête. Mathias Merlot. Alex, oui, pour tout te dire, moi j'ai une question peut-être pour Greg, plus une réflexion que j'ai eue déjà avec beaucoup d'acteurs du rugby. Quand on fait face à un gros échec comme l'équipe de France l'a eu à la Coupe du Monde, est-ce que ce groupe-là aussi a un peu moins confiance en Fabien Galtier après ça? Parce que voilà, Fabien Galtier c'était le gourou, l'homme qui allait nous faire gagner la Coupe du Monde, qui a emmené ce groupe-là, les joueurs... Tu veux dire que la défaite a brisé quelque chose peut-être? Ouais, la confiance envers Fabien Galtier, cette confiance-là qu'il avait bâtie, nourrie, et qui, les scénarios étaient plutôt à l'avantage du 15 de France, notamment ses victoires en fin de partie, souvent avec ses scénarios abracadabresques gagnés par le 15 de France. Et là, j'ai l'impression, est-ce que c'est difficile quand on est joueur de repartir avec le mec avec qui on avait confiance et qui au fond nous a mené malheureusement vers cette élimination cruelle en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Tu poses la question à Grégory Lamboulé qui a tout gagné, qui gagnait tout le temps. Non, pas toujours, non, mais c'est vrai que, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'on a on sous-estime le traumatisme qu'a eu cette Coupe du Monde et cet échec de la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, les joueurs ont tellement été formatés, la communication du staff, la communication des médias, la communication du monde du rugby a tellement été formatée pendant 4 ans pour amener cette équipe de France championne du monde, que en fait les joueurs ils ont pas compris quoi. Ils ont pas compris. Il y a eu un engouement énorme comme rarement on a pu avoir dans le rugby et ça a été une claque monumentale quoi. Et je pense que ça, il y a beaucoup de joueurs, si ce n'est la totalité, à part un, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais malheureusement il n'était pas contre l'Irlande. Mais sinon, ils ont eu, ça se voit, les joueurs, ils ont, c'est vraiment dur à s'en remettre, un gros échec. Ils ont travaillé pendant 4 ans là-dessus. Ils vivaient, ils se levaient le matin pour ça. Il y en a, ils sont revenus de blessure pour ça. Enfin, franchement. À la limite, ça, on peut le comprendre. Et après, c'est vrai que, du coup, on sait pas, pareil, ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé du temps pendant l'été, pendant les préparations et tout ça. Il y a eu forcément des entretiens individuels entre les joueurs, le staff. Il y a eu des séances vidéo. Parfois, ça peut monter haut. Peut-être que le staff a eu des paroles un peu dures, que ce soit pendant, après. Il crée forcément des tensions et tout le monde se connaît. Et après, je pense que peut-être qu'il y a certains joueurs, oui, qui n'ont pas perdu totalement la confiance, parce que j'ai l'impression qu'ils ont encore confiance au staff et à Fabien Galtier. Mais il a peut-être moins de crédit qu'avant, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que oui. Il a peut-être moins de crédit qu'avant, et donc du coup, on va voir maintenant, parce que c'est vrai qu'on a vu ce staff et puis cette équipe de France gagner depuis de nombreuses années, et franchement, ils nous ont régalé. On va pas, mais là, maintenant qu'on est un peu dans le dur, on va voir ce qui va se passer en Écosse. On va voir comment ils vont réagir, parce que c'est là aussi où on voit, on dit ils sont liés, on est unis, tout ça. Bon, on voit sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais on va voir vraiment ce qui va se passer, ce qu'ils vont avoir dans le ventre pour terminer ce tournoi en beauté, parce qu'après, si tu gagnes les prochains matchs. La totalité des matchs, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Italie et l'Angleterre, ça sera pas non plus un gros échec. Bon, t'as perdu contre l'Irlande, je pense que t'auras un peu oublié d'ici là, dans 2 mois, on aura oublié cette défaite contre l'Irlande. Mais on aura relevé la tête, quoi. En tout cas, on aura eu du caractère. Là, on va voir vraiment ce que ça va donner, quoi. D'ailleurs, on va continuer évidemment d'en parler sur Sud Radio et on va aller notamment sur pas mal de sujets. On va parler d'Antoine Dupont tout à l'heure. On va parler aussi des adversaires en fait des Bleus, des outsiders, parce que maintenant il y a un favori puis il y a des outsiders. C'est d'ailleurs la deuxième question que j'ai envie de vous poser, le deuxième débat du jour. Angleterre, Écosse peuvent-elles être de réelles prétendantes au Gros Chelem? Est-ce qu'elles peuvent par exemple, poser de gros problèmes à la France, reléguer les Bleus à la 4e place? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète? On en parle au 0826 300 300. On revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, libre antenne.
Vous êtes sur Sud Radio, on est avec Grégory Lambolet, l'ancien international, joueur de l'équipe de France, évidemment, passé par le Stade Toulousain, par le Stade Rochelais. Grégory Lambolet, qu'on a d'ailleurs déjà fait au Qui je suis, et Phyllis Panguero n'avait pas trouvé Grégory Lambolet, ça c'était quand même un petit peu la honte. Ah, c'était la honte, effectivement. On est avec Mathias Merlot en direct de Toulon, on est avec Théo de Sanary. Merci beaucoup Théo. Tiens, une petite question avant d'évoquer dans quelques minutes Antoine Dupont. L'Angleterre et l'Écosse peuvent-elles être de réelles prétendantes au Grand Chelem, à la victoire finale dans ce tournoi destination? À ton avis, Théo, avant de recevoir François d'Agen? Au vu des matchs d'hier, je ne pense pas, parce que comme on a pu le voir, l'Italie, notamment sur la première mi-temps, a clairement dominé l'Angleterre. Et on nous a vu les Anglais faibles défensivement. Et l'Écosse s'est fait peur face à un petit pays de Galles. C'est vraiment fait peur jusqu'à dans les dernières minutes où ils ont failli perdre ce match. Du coup, au vu des matchs d'hier, je ne pense pas que l'Écosse ou l'Angleterre puissent encore rivaliser pour la victoire finale. Merci beaucoup Théo. On va poser la question justement à vous, auditeurs Sud Radio, et puis à nos spécialistes autour de la table. Est-ce que l'Angleterre ou l'Écosse peuvent-elles être plus que de simples outsiders, Grégory Lambolet? Moi, je pense pas. Je vois vraiment maintenant l'Irlande aller au bout. Ils ont été en fait dans la lignée de la Coupe du Monde et des matchs d'avant en fait. Ils ont fait comme nous et ils perdent en quart de finale de la dernière Coupe du Monde, mais je trouve qu'ils sont restés sur la même dynamique. Et eux, pour le coup, ils n'ont pas eu trop de traumatisme de la Coupe du Monde et je les vois bien aller au bout maintenant. L'Angleterre et l'Écosse m'ont pas trop impressionné, quoi. Bah tiens, écoute ce que avant-hier nous disait François Trio sur le mal profond qu'il y a au sein des Bleus. On en discute juste après. C'est vrai que le carton rouge, il influe quand même beaucoup, parce que avant le carton rouge, il y a un carton jaune. Donc ça veut dire que sur une demi-heure, il y a que 20 minutes mais il y a déjà un écart. On a trop subi et on va dire l'inconsistance dont on a fait preuve, elle est le signe quand même qu'il y a eu peut-être un mal provoqué par la Coupe du Monde que cette équipe n'a pas su sans doute percevoir. Comment expliquer que l'Irlande n'a pas ce mal, justement, ne semble pas avoir été meurtrie outre mesure, en tout cas pas autant que nous, par cette élimination en quart de finale? Est-ce que c'était les objectifs ultra répétés, ultra mis en exergue pour les Bleus pour devenir champions du monde qui causent aussi cette post-Coupe du Monde qui est difficile pour les Bleus, Grégory? Et comment expliquer que l'Irlande va si bien? Mais je pense que déjà c'était pas le même échec que nous parce que c'était pas en Irlande, c'était en France. On était vraiment les grands favoris de cette Coupe du Monde, quoi qu'on en dise. Donc le traumatisme est peut-être moins grand pour l'équipe d'Irlande que pour l'équipe de France. Et puis après, je pense qu'ils ont à leur tête un sélectionneur qui doit être d'une rigueur exceptionnelle, avec des joueurs qu'il a en sa possession depuis longtemps et qui travaillent depuis longtemps, avec ce système de province aussi. Donc je sais pas trop comment le justifier, quoi. C'était un match en plus en France, donc moins de pression peut-être pour l'Irlande. Et puis on l'a vu, une équipe qui joue à 15 contre 14 pendant presque une heure, c'est toujours un peu plus facile, surtout quand tu tombes contre l'Irlande, quoi. Et notamment, tiens, moi j'ai un exemple qui m'est revenu, c'est ce Joe McCarthy, deuxième ligne, qui a pris la place de James Ryan sur la composition face aux Bleus, et qu'on a quasiment tous, je sais pas si tu partages aussi, trouvé très très bon, et cette capacité en fait qu'ont les Irlandais à intégrer des joueurs, et ils sont déjà totalement au fait de toutes les aspérités du plan de jeu, de toutes les nuances du plan de jeu, comme si en fait tu pouvais changer les hommes et avoir un niveau qui se maintient, ce qui n'est pas capable, semble-t-il, de faire l'équipe de France. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais, ce système de province qui est vraiment à la solde de l'équipe nationale. C'est vraiment tout est fait pour travailler. La priorité, ça reste l'équipe d'Irlande, même si nous on a essayé de le faire avec l'équipe de France, mais quand même quand tu rentres dans les clubs, on le voit très bien tous les week-ends en top 14. Chaque club a sa façon de jouer.
alors que le système de province, c'est vraiment, tu vois, quand tu vois jouer le Leinster et l'Ulster, ça ressemble énormément à l'équipe allemande. Donc ça, je pense qu'ils sont habitués par rapport à ça. Et puis eux, ils ont mis un peu de fraîcheur dans le groupe, ils ont réalisé quelques changements, ce qui a fait du bien, je pense, à cette équipe aussi, qui a créé un peu d'émulation, un peu de concurrence. Et ouais, je pense que puis Farrell, pour moi, ça reste un sélectionneur hors pair, quoi. On le sent froid, on sent qu'il respire le rugby et voilà, il amène cette équipe d'Irlande qu'il a à sa tête à vraiment un niveau exceptionnel, quoi. Je vais revenir sur la question initiale. L'Angleterre, l'Écosse peuvent-elles être de réelles prétendantes au Grand Chelem? On a vu hier l'Angleterre qui a pu compter sur une force mentale collective solide en Italie et une victoire 27-24, c'est ça, Antoine, du côté de Rome. Et puis de l'autre côté, l'Écosse qui a réalisé une première période de très haut niveau au Pays de Galles, avant de souffrir ensuite, mais quand même qui enregistre un premier succès depuis 22 ans à Cardiff. Mathias Merlot, est-ce que ces deux nations-là peuvent, on va dire, jouer leur chance pour le Grand Chelem réellement, ou elles seront de toute façon des faire-valoir de l'Irlande selon toi? On rappelle que l'Irlande ira en Angleterre et l'Irlande recevra l'Écosse. Je pense pas, Alex, parce que déjà que cette équipe irlandaise, elle était pleine de certitudes, contrairement à l'Écosse et un cran encore en dessous à l'Angleterre. Cette victoire-là en France, où ils mettent quasiment 40 points, c'est pour eux, je pense que c'est même au-delà de leur espérance en début de rencontre, et ça va encore renforcer cette croyance. Je pense qu'on est parti pour peut-être une dynastie irlandaise, un peu comme on l'a vu avec celle du Pays de Galles. Je la vois pas trop bouger, cette équipe irlandaise. Pour l'instant, Andy Farrell parvient à rajouter quelques touches de jeunesse dans cette équipe qui la redynamise complètement, hein. Tu as parlé du deuxième ligne, je pense aussi au numéro 10, Crowley, qui a bien pris quand même la place de Johnny Sexton. Et en fait, la star de cette équipe, c'est le collectif, c'est les circuits de passe, c'est le circuit de jeu, c'est cette croyance inébranlable au fait qu'on peut tenir le ballon 30 temps de jeu, 40 temps de jeu sans jouer au pied et faire la différence à la fin. Je pense qu'aucune équipe pour l'instant en Europe, et voire très peu au monde, a autant de croyance au projet collectif que cette équipe d'Irlande. François Dagen est avec nous, notre auditeur Sud Radio. Salut François. Oui, bonsoir à tous. Bon, alors franchement, je peux commencer à parler Bien sûr, on t'écoute François, allez, vas-y, je te sens lancé là. Moi, pour l'équipe de France, je trouve qu'elle a eu un point d'arrêt là, qui est flagrant, mais le souci, c'est qu'on prend l'Irlande d'entrée dans le tournoi, moi, à mon avis, et on n'était pas prêt du tout à rentrer dans un tournoi sur un niveau de jeu qui est largement supérieur à nous actuellement, quoi. Franchement, on n'y était pas. Les fautes, on les fait parce que justement, on n'y est pas dans le match. Et et puis William C, je suis désolé, hein, franchement, quand on est international, on sait qu'il faut se baisser, on sait que c'est des fautes inadmissibles, quoi. C'est tout. Donc c'est intéressant ce que tu dis, François, parce que moi j'ai pas été joueur professionnel, mais Grégory Lambolet l'a été. T'as fait énormément de matchs, Grégory, dans ta carrière. Comment t'expliques, Grégory, que Paul Villemc il fasse 2 fois cette erreur? Comment tu l'expliques, toi, Grégory Lambolet? Alors, déjà pour moi, la première, c'est quasiment inévitable. Il arrive, il est lancé, il va pour déblayer. C'est très difficile c'est un peu la limite de la règle, quoi. Tu te dis il a pris jaune. D'ailleurs, ils lui mettent qu'un jaune, mais après le deuxième, c'est vrai que tu peux largement l'éviter. Sachant que tu as pris un jaune en plus avant, tu dois l'éviter, quoi, parce qu'il se baisse même pas. Je pense que c'est je sais pas, peut-être un peu il a peut-être envie de bien faire, de dominer le plaquage, d'avancer, parce que voilà. Parce que Fabien Galtier dit intensité combattue, et que il répète à plusieurs reprises que Villemc il est là pour ça, et que du coup il est resté dans un cadre. Peut-être, c'est possible, voilà, et on sait très bien que quand prenant haut au buffet, on arrête plus facilement un joueur lancé, donc peut-être qu'il est dans cette optique-là, et je suis pas dans sa tête. Mais par contre, il doit largement se baisser. Après, la première, c'est pas qu'elle est sévère, mais c'est la règle. Donc, maintenant, on peut plus rien faire. Donc, c'est sûr. La deuxième, par contre. Mais la deuxième est liée 100 fois, quoi. C'est même. Est-ce que c'est pas un simple
Est-ce que c'est pas un symbole du fait qu'il soit toujours en retard quand même. Dans notre équipe, Mathias qui pose la question, et elle est intéressante, est-ce que c'est pas un symptôme du fait qu'il soit toujours en retard? À 15 contre 15, on était déjà pris par l'intensité irlandaise. Est-ce que ces plaquages manqués par Paul Williamson ne sont pas le symbole du fait que cette équipe de France elle est tout simplement en retard sur tout, et ce depuis la 5e minute de jeu face à cette équipe irlandaise? Ouais, quand t'es pris de vitesse, il essaye de stopper l'action de la meilleure des façons, et oui, forcément, oui, il essaye de. Après, quand t'es pris de vitesse, c'est quand même un bras tendu, un truc où t'arrives et tu prends un crochet, un T, tu mets le bras un peu haut, donc du coup tu prends la tête. Là, c'est vraiment coup d'épaule, il est pas trop pris de vitesse sur l'action, franchement. Le mec, il arrive. Non, mais par l'intensité du début de match. Est-ce qu'il a subi l'intensité du début de match? La frustration, et puis peut-être un manque de lucidité aussi. Peut-être qu'il est dans le rouge. Peut-être que physiquement, il est pas au mieux. Et que quand tu fais ce genre de faute, de toute façon, quand tu fais les fautes, c'est souvent un gros manque de lucidité parce que les règles, ils les connaissent. Que ce soit dans le jeu ou quand t'enchaînes les temps de jeu et tout ça, des enjeux de ligne ou dans les rucks quand tu rates les ballons, alors tu dois pas parce que tu poses les mains au sol, enfin voilà, c'est que t'es en gros manque de lucidité, t'as la course poussière qui a 2 doigts d'exploser, donc peut-être qu'il était dans ce moment-là du match, il était peut-être dans le rouge, ouais, c'est possible. Et justement, Antoine Mazère, et je vais aussi poser la question à François Dagen. Antoine, on parle des changements du côté de l'équipe de France. Il y a un joueur hier qui jouait pas en bleu, mais qui jouait en top 14 et qui a pas été mauvais. On se demande pourquoi il n'a pas été sélectionné. C'est bien sûr Antoine Dupont, des courses folles, des chisteras, des passes au pied millimétrés. Dupont, il a brillé hier soir avec Toulouse avant de rejoindre bien sûr l'équipe de France à 7, le capitaine du Stade Toulousain. Il a inscrit un essai à régaler bien sûr le public d'Ernest Vallon pour cette victoire de Toulouse face à Bayonne, 46-26. On le rappelle avec cet essai marqué du bonus offensif à la dernière, au-delà de la sirène. Oui. Réécoutez ce moment. Alors à ce moment-là, il y a un essai donc du Stade Toulousain à la dernière seconde, enfin juste avant la 80e. D'ailleurs, on cherche le tir du côté du Stade Toulousain. Finalement, Juan Cruz Mania, il drop l'essai de Barassi et à ce moment-là, c'est ça, il drop l'essai de Barassi. Et il le marque pas d'ailleurs, et tout de suite, je me rappelle, il se passe un truc sur Sud Radio, un truc absolument inexplicable. Et Rémi Mességué, il voit le match avant les autres. C'est-à-dire qu'il a vu le match avant les autres. Écoutez ce qui s'est passé hier en version longue, non montée, un moment rare qu'on a vécu sur Sud Radio, la radio du rugby. Juste avant la sirène, 39-26, le Stade Toulousain va s'imposer. C'est chose sûre et certaine. Maintenant, est-ce qu'il va aller chercher un bonus après la sirène sur une action de 80 mètres? C'est ça qui est fou. Alors les gens n'ont pas compris, ils s'en vont. Pas reportez pas. Restez là. C'est pas possible. Tournez-vous. Non mais s'il vous plaît, respectez-vous. Ça connaît pas le rugby ou quoi à Toulouse? Mais non, ne portez pas. Il va aller les chercher un par un pour les rasseoir. Va les chercher. Si cette séquence elle est pas dans le conseil de classe demain, je fais une escampe. Je te le dis. Et le Ramon était tapé court, les Toulousains l'ont récupéré. Les Toulousains ont récupéré avec Dupont qui prend l'intervalle. Dupont, il a percé. Dupont, le crochet extérieur. Dupont, toujours avec le ballon, la sauté pour Bitouniata. Les Toulousains de retour dans les 22 mètres. Bitouniata avec Germain maintenant. Dupont qui porte. Dupont, la passe au pied. La passe au pied pour Malia. Laissez Toulousain. C'est pas possible. Énorme, et c'est Toulousain. L'essai de Juan Cruz Mania. 44-29. Et il était temps que cela se finisse. Les cœurs allaient lâcher. Et ceux qui sont Dieu sur terre. Énorme erreur. C'est monstrueux. C'est Dieu sur terre. Quel moment hier, Antoine. Quel moment on a vibré. Et puis surtout, voilà. Donc c'était le dernier match en top 14 donc d'Antoine Dupont avant de rejoindre l'équipe de France à 7. Il a décidé bien sûr de faire une croix justement sur ce tournoi Destination 2024 dans l'optique d'une éventuelle participation pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc il va rejoindre les Bleus de France 7 réunis de lundi à vendredi à l'INSEP pour travailler en vue des prochaines étapes du Seven Series, notamment le circuit mondial à Vancouver du 23 au 25 février, puis à Los Angeles du 1er au 3 mars.
Faut-il rappeler Antoine Dupont en urgence? Faut-il appeler Dieu sur terre, comme on a dit hier? Juste une pige pour un match en Écosse, Grégory Lambolet. C'est une question évidemment un petit peu bête parce qu'on sait très bien que ça ne se passera pas, mais est-ce qu'on peut pas faire une exception, s'il vous plaît? Juste une fois. Antoine, franchement, Antoine, c'est un monstre sur ce match. Hier, ce qu'il fait, c'est hallucinant. J'étais au stade. Ouais, alors cette action, la dernière action, mais c'est un match. Mais même tout, la Chistera pour Peter Aki. Il a zéro, et puis en défense, et il a zéro déchet. Franchement, face à une équipe de Bayonne qui a vraiment très bien vendu sa peau, qui a fait un très bon match aussi. Franchement, c'était un match, on s'est régalé hier à Ernest Ballon. C'était les deux équipes, ça envoyait du jeu. Un des meilleurs matchs de la saison, on a dit hier. Ah ouais, mais franchement, c'était énorme. Et en grande partie grâce à Antoine Dupont. On vient au stade, les jeunes, moi j'étais avec mon fils, ma femme et tout, mais on voit les jeunes, ils viennent au match pour voir ce genre de joueurs. Alors après, ils essayent de faire ça aux entraînements, on leur dit non, mais calme-toi. Mais c'est incroyable. Franchement, il a fait un match. La dernière action, c'est sûr que là, le stade, il était en folie, quoi. Mais c'était dingue. Après, il l'a rappelé. Non, bien sûr, tu l'as dit, on peut pas le rappeler. Mais c'est sûr bien sûr qu'un joueur comme ça, il manque. On y a tous pensé. C'est évident. Mais oui, bien sûr, mais c'est évident. Il est monstrueux en défense, il joue au pied. Il te sort de ton camp. Tu gagnes 40 mètres. Je veux dire que quand tu joues devant, t'es sur ta ligne des 5 mètres et que tu vois ton œuf qui te renvoie dans l'équipe dans le camp adverse, mentalement, ça te fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Et tout ça, ça me fait l'équipe de France, c'est une certitude. Mais après, il y en a qui disent ouais, Dupont, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a lâché l'équipe de France et tout. Mais il y a des joueurs qui ont pris des années sabbatiques, que ce soit en Nouvelle-Zélande, les Richie Mako, tout ça. Ils ont le droit aussi il a le droit aussi, il aurait eu le droit de prendre cette année sabbatique en disant voilà, je me repose en équipe nationale. Donc là, il le fait pas. Il va jouer avec l'équipe de France à 7 pour faire quelque chose qui se passe une fois dans une carrière. Donc je trouve que ça se respecte et je suis vraiment content pour lui parce que il revient vraiment. Il revient pas, mais il est à un niveau stratosphérique. Et lui, on voit pour le coup qu'il a vraiment pas subi cet échec de la Coupe du Monde. En tout cas, ça se voit pas sur le terrain, quoi. Thierry Mazet, bonsoir. Le Carmosin, Thierry Mazet, très bien, bienvenue on est vraiment très content de t'avoir sur Sud Radio, Thierry. Thierry Mazet et Grégory Lambolet. Voilà, c'est très Stade Toulousain ce soir, mais évidemment, on parle d'Antoine Dupont. Ah bah oui. Ouais. Bon, Antoine Dupont, hier, il a été stratosphérique, comme le disait Grégory. Hein. On n'avait plus les mots hier pour caractériser le match d'Antoine Dupont. C'est sûr que et notamment cette fin de match là, que vous avez bien relaté, on voit du Antoine Dupont facteur plus à chaque fois et qui fait avancer son équipe. Alors je pense en plus il a de très très bons repères dans cette équipe, cette façon d'appréhender le jeu qui est totalement celle qu'il épouse au quotidien et à chaque match. Donc ça s'est hyper bien passé pour lui et pour l'équipe, surtout qu'il a cherché ses bonus, son bonus en même temps. Donc véritablement, Antoine Dupont à Toulouse, c'est une évidence. Je me souviens que la première fois, je lui avais demandé, en 2019, mais pourquoi tu as dit que c'était avec cette équipe que tu voulais gagner le titre de champion de France? Parce que depuis tout petit, j'y pense. Depuis tout petit, j'avais envie de gagner le bouclier avec cette équipe. Donc, ça lui colle à la peau. C'est lui qui l'a choisi aussi. Est-ce que Toulouse est une thérapie selon toi? Une thérapie de la déception de la Coupe du Monde, parce qu'il a vécu une Coupe du Monde très très particulière quand même. Antoine Dupont, entre sa blessure, sa double fracture au visage, cette élimination, son retour, son ultra exposition dans les médias, ça a dû être quand même très dur pour lui. Oui, c'est totalement, tout ça a été très dur, mais comme tu dis bien, c'est une thérapie qui lui va bien. De rejouer avec Toulouse, de rapidement de retrouver ses marques, ses façons de faire. Peato Movaca aussi, il avait refusé carrément lui d'arrêter. Il n'arrêtait que 15 jours et il a voulu reprendre. Il avait besoin de ses copains, il avait besoin de cette façon de jouer.
Donc c'est sûrement une thérapie pour certains, oui, et notamment au Stade Toulousain. Les résultats, justement, parce qu'on va parler un petit peu de top 14, c'était un résultat qui a été marquant, un des plus beaux matchs de top 14 depuis le début de la saison. Antoine Mazère, quels furent les résultats de cette 14e journée? Ça avait commencé à 15h avec le succès de Perpignan face au Racing 92, 26-5. La victoire du Stade Français à Oyo, 23-19. Le succès également des Castrés, 44-33 sur la pelouse du Hameau. La belle victoire de Clermont face à Lyon, 38-21. Et la victoire de La Rochelle face à Montpellier, 18-10 dans le multiplex. Et là, bien sûr, on vient d'en parler, la victoire de Toulouse avec le bonus offensif face à Bayonne, 46-26 avant le match de ce soir entre le Rugby Club toulonnais et l'Union Bordeaux-Bègles à 21h. Avant de te remercier d'avoir participé sur Sud Radio, François Dagen, notre auditeur, tiens, quel est pour toi le résultat le plus marquant de cette 14e journée? Moi, je trouve que c'est Toulouse, bien sûr, évidemment, mais c'est surtout le match de Castres-Pau, hein, donc un festival d'essais. C'est un beau match. Ouais, je pense que ça fait chaud au cœur quand tu étais dans une équipe de Castres. Moi, j'aime Castres, hein, voilà, donc c'est sympa, quoi, sympa pour eux. Par contre, vous parliez de Dupont. Dupont, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, et je suis hyper content qu'il fasse le 7 là pour les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques c'est une fois par siècle et il va laisser son empreinte, j'en suis certain, et franchement il n'a pas eu la Coupe du Monde, mais je pense que là il va donner tout ce qu'il peut pour être finaliste au moins aux Jeux Olympiques et j'ai ramené une médaille. C'est exceptionnel d'avoir ça en France en plus, donc c'est tout à fait normal, et quand tu es joueur, je pense que c'est des trophées que personne d'autre ne pourra avoir, quoi. Voilà, donc il a raison, absolument raison de s'être mis dans le set français pour les Jeux Olympiques. Moi, j'aurais sa qualité de jeu, j'aurais jamais hésité de faire ça, quoi, parce que franchement, c'est même gratuitement. Je pense que on aurait tous aimé avoir sa qualité de jeu. On a tous voulu avoir sa qualité de jeu, c'est clair. Moi, j'ai vu Antoine Mazère faire du toucher sur les pelouses des Invalides en se prenant pour Antoine Dupont. Bon, il y avait c'était le jeu des 52 différences, mais sur du 20 mètres, c'est pas mal. Capillairement, il y a une ressemblance, mais c'est tout, quoi. Oui. Sur la carte d'identité, on a un point commun. Sur la carte d'identité, on a le même prénom, donc déjà. Ah ouais, c'est déjà bien. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'est toujours un plaisir. Et surtout, continuer comme ça, c'est bien de parler du rugby, ça fait du bien, mais bon, il faut parler aussi des petits clubs, hein, les petits clubs, il y a plein de petits clubs. Ah ouais, nous, je m'occupe d'un truc à l'hôpital avec monsieur Planès et tout, à l'hôpital d'Agen, et on fait le tournoi Thalès, c'est sur Toulouse, hein, donc, on a gagné notre premier match 4-2 contre l'équipe toulousaine. Ouais, on a fait une défaite, un match nul, et maintenant le premier match qu'on gagne, voilà. Donc bravo François. Ouais, on est très très content, très fiers de faire ce truc. C'est super sympa. Et à Toulouse, bon, c'est méconnu, mais il y a plein de gens qui le font et on rencontre plein de gens super sympas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et belle soirée, François. Au revoir. On va justement, Grégory Lambolet, quel est toi le résultat qui t'a marqué dans cette 14e journée du top 14? On a parlé un petit peu de Castres, on a parlé de Toulouse. Est-ce qu'il y a un autre résultat comme ça qui te vient en tête? Moi, j'ai bien aimé la victoire de l'USAP aussi contre le Racing. Parce que voilà, je trouve que c'est une équipe qui mérite. Voilà, elle est sortie un peu de la zone rouge et c'est jamais facile de battre le Racing, même s'il leur manque quelques joueurs. Et voilà, je trouve que c'était une belle victoire. Ouais, c'était sympa. Et tiens, pour en parler, magnifique la transition. Mais j'ai vu la fin de Yonax et c'est vrai que contre Stade Français, c'est vrai qu'il méritait aussi peut-être d'arracher la victoire, mais bon. Mais c'est une journée parfaite pour Perpignan, hein. Défaite de Montpellier, défaite d'Oyonnax, victoire bonifiée de l'USAP. Bonsoir Vincent Panabière. Ouais, salut à tous. Salut Vincent. Vincent Panabière, patron de la Peña Ultraboquer, gros club de supporters de Perpignan. Vincent, c'est vrai que, comme le dit Grégory Lambolet, c'est quand même un samedi de rêve que vous avez vécu à Aimé Giral. Ouais, alors c'est sûr que c'est samedi de rêve parce que l'USAP a fait un super match. En plus, on décroche le bonus, mais c'est aussi un samedi de rêve parce que, comme on disait juste avant, les résultats des autres clubs sont
nous sont aussi très favorables. Donc voilà, on ne fait pas la fine bouche et je pense qu'on va partir une semaine en vacances avec le sourire. Ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Et Thierry Mazet, c'est vrai que la victoire bonifiée là de Perpignan, elle arrive au bon moment. Est-ce que tu es surpris par la saison qui est en train de faire l'USAP? 6 points d'avance, on rappelle, sur la dernière place. Non, moi je suis pas surpris. Je les ai vus à Toulouse sur le terrain, donc où à la mi-temps on les croyait totalement hors du jeu, hors d'une dynamique pour aller chercher une victoire. Ils ont fait une deuxième mi-temps de folie avec des vrais beaux mouvements et on sent une envie, une appétence pour aller pour porter le ballon et pour viser les essais, et là ça peut réussir par rapport à l'autre, et vraiment je suis pas très surpris, et il va falloir compter sûrement sur Perpignan à ce niveau-là, en fin de classement, dans un ventre bas de ventre mou, mais c'est les autres qu'il va falloir qu'ils accrochent, ça c'est sûr. C'est vrai que là, quand même, Perpignan fait sa saison, hein, il faut le dire quand même, Grégory. Et en phase 2, il y a Oyonnax, il y a Montpellier, et j'imagine quand même que, par exemple, pour un club comme Montpellier, qui a des gros moyens, qui a un gros effectif, batailler comme face à un club comme Perpignan qui a ce cœur-là, hein, cet aspect collectif, ça doit pas être évident, hein, de créer justement cet aspect collectif au sein du club du MHR pour combattre. Ouais, alors je trouve que quand même il y a une bonne dynamique là à Montpellier, même si ça a été compliqué. Il méritait mieux hier à La Rochelle. Hein. Il méritait mieux. Bon, La Rochelle n'a pas fait un grand match non plus, mais bon, il méritait mieux. C'était le pire match de cette 14e journée, hein, disons-le, hein, vraiment. Ouais. Moi, je me fais pas trop de soucis bizarrement pour Montpellier. Je suis sûr qu'ils vont revenir et finiront dans le ventre mou de ce championnat. Je me fais pas trop de soucis. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour Oyonnax qui a perdu à domicile ce week-end, et puis en plus qui va au Stade Toulousain le week-end prochain. Enfin pas le week-end prochain, mais à la reprise du top 14. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que oui, c'est deux clubs qui sont côte à côte. C'est le derby, donc oui, ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Je sais pas si c'est Perpignan qui va à Montpellier ou si c'est Montpellier qui va à Perpignan. Je crois que c'est Montpellier qui est déjà allé à Perpignan, il me semble. Donc, oui. Donc voilà, ça risque d'être un match intéressant, le Montpellier-Perpignan. Ouais. Ça risque d'être un match très tendu, ouais. La bataille pour le maintien, Vincent Panebière à Perpignan, on connaît, Vincent. Est-ce qu'il y a une pointe de confiance qui commence à apparaître, ou on est toujours très très prudent quand même du côté catalan? Non, je pense qu'on est prudent pour une simple et bonne raison, c'est que par exemple notre touche nous a fait défaut sur les 2 derniers matchs. On perd à Lyon parce que notre touche était paillante. Hier on doit gagner beaucoup plus tranquillement ce match en deuxième mi-temps, mais on se met le feu parce que voilà, on perd presque 5 touches d'affilée. Du coup en fait on rend toutes les munitions, on se met sous pression. Non, je pense vraiment qu'il y a vraiment une force collective là de l'équipe qui fait vraiment plaisir, et on sent une équipe qui monte en puissance depuis le retour des internationaux. Il faut pas oublier que l'USAP avait quand même 9 internationaux qui étaient absents pendant la Coupe du Monde, et ça c'est ce qui nous a plombé début de saison où on fait 4 défaites de rang. Et voilà, donc nous aujourd'hui on est plus dans une logique de construire la saison, on a vraiment une chance dans ces doublons, c'est que on reçoit le Racing, Toulouse et La Rochelle en doublon, donc c'est quand même positif pour nous. Surtout le Stade Toulousain, quand il manque 15 mecs, c'est plus la même équipe, même s'ils ont fait un bon match contre Bayonne. Il n'y aura pas Dupont, donc ça c'est quand même bien. Vu le match qu'il a fait aussi samedi. Non, mais en fait pour nous vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrive à, voilà, c'est un peu bête à dire, mais prendre les matchs les uns après les autres. On sait que c'est à domicile que ça va se jouer, et à nous maintenant d'aller de gagner ces matchs-là, les réceptions qu'on va avoir, et ensuite le calendrier à l'extérieur il est accessible parce qu'on va à Bayonne, on va à Pau, on va à Montpellier et à Oyonnax sur la phase retour. Donc voilà, quand même 4 déplacements chez des concurrents directs, et évidemment les points qui seront qui pourraient être pris à l'extérieur vont compter double, parce que quand on voit le classement britannique notamment, on voit que ça va pas se jouer à beaucoup. Même Bayonne qui paraît légèrement au-dessus, une seule défaite à domicile et tout pourrait être mis en question. Donc voilà, moi je suis pas aussi serein que vous que pour Montpellier, parce que quand on voit Montpellier les réceptions qu'ils ont en fin de saison, ils reçoivent notamment le Stade Toulousain qui aura sûrement besoin d'aller chercher une place directement dans les 2 premiers. Ils reçoivent aussi ils reçoivent Lyon à l'avant-dernière journée.
ils reçoivent le Stade Français, compliqué, ils reçoivent Bordeaux. Enfin, c'est coquin aussi leur calendrier. Donc voilà, je pense que Montpellier qui est pas bien, aux Britanniques qui sont derniers et ils sont quand même bons derniers. Voilà, je pense que même si Montpellier a quand même un bel effectif, tous les week-ends il faut se les peler des équipes et je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour eux. Moi je les vois pas bien je vois Oyo dernier et Montpellier avant-dernier sur la fin de saison. Il y a Lyon quand même qui est pas très bien. Lyon inquiétant depuis tout à l'heure, mais ils ont un calendrier qui est pas simple non plus. Pour moi aujourd'hui, niveau rugby et effectif parce qu'une saison c'est très très long. Montpellier est quand même plus armé que Lyon et Oyonnax pour ce genre de fin de championnat, quoi. Ouais. Le mot de la fin avec Thierry Mazet. Thierry, ton pronostic pour le maintien cette année, est-ce que tu penses que ça va aller pour Perpignan selon toi, Thierry? Oui. Pour moi, je pense que Perpignan va réussir cette année à se maintenir sans passer par un barrage. Donc, oui. Perpignan, ça devrait aller donc. Ça devrait aller. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Merci Grégory Lambolet. Merci les gars. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir sur Sud Radio. Salut Thierry. Bye. Et vraiment vive le rugby et vive Antoine Dupont, on peut le dire. Hein. Il a été extraordinaire ce week-end. Merci Vincent d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle saison. On était hier avec Mathieu Acebes. Si vous voulez réécouter le passage, on vous le conseille. Hein. C'est sur YouTube, évidemment les réseaux sociaux et sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près de 900 000 abonnés. Dans un instant, on reçoit United BB, évidemment, le groupe de supporters. C'est Nicolas qui sera avec nous pour parler de l'UBB. Peut-elle résister à la période des doublons? Ce sera notre avant-match avec Laurent Cardona et Mathias Merlot avant ce soir, ce match entre Toulon et l'UBB.